C'est tout un symbole ce jour-là sur la piste de Mérignac. Un Falcon aux couleurs de la République sur le site des usines Dassault. Un président au plus bas dans les sondages, accueilli par le dirigeant d'une entreprise au plus haut de sa forme. Et alors, donc ça c'est l'ancien bâtiment. Donc ça c'est l'ancien bâtiment. On va aller, c'est le bâtiment Rafale. Ouais. Les Rafales sont fabriqués là, c'est ça. C'est la première fois qu'un chef d'État fait le déplacement. La société vient de vendre 24 Rafales à l'Égypte. Pour le président du Made in France, c'est jour de fête nationale. Chez Dassault, on n'est pas peu fiers. Pour saluer l'événement, rien ne vaut une photo de famille. Bon, vous êtes toujours aussi émerveillé par François Hollande, président socialiste, aux côtés de Serge Dassault, sénateur Les Républicains, propriétaire du Figaro. Le Rafale, le meilleur avion du monde, un bijou de technologie, l'avion multifonction. Tout le monde nous l'envie, mais personne ne nous l'achète. Pendant 30 ans, le seul client a été la France, qui a porté le programme à bout de bras. Je voulais venir ici pour vous exprimer ce que nous ressentons tous, c'est-à-dire une immense joie quand un contrat est signé, mais une immense fierté quand il s'agit d'un produit d'une technologie aussi exceptionnelle. Vive le Rafale, vive la République et vive la France. L'avionneur revient de loin. Le Rafale risquait de s'évanouir dans les airs. Les poches vides, l'armée française avait prévu de cesser toute commande après 2016. Avec ce contrat, toute la famille Dassault renoue avec le succès. Je voulais savoir si vous étiez content aujourd'hui. Ah ouais, c'est extraordinaire. C'est un jour magnifique, c'est un jour historique, puisqu'aucun président de la République était venu à Bordeaux. Et aujourd'hui, le président s'est exprimé avec son cœur et il a reflété l'esprit de toute l'entreprise. Il a dit... Tous les coopérants, mais également tous ceux qui ont travaillé. De l'ouvrier au président, c'est un compliment que mon grand-père, certainement là où il se trouve, a dû entendre. La France et Dassault, Dassault et la France. Un siècle que ça dure. Des noces célébrées chaque année le 14 juillet. Une union sacrée qui a fait du groupe l'un des plus puissants de l'Hexagone. Un mariage où l'État offre en dot des milliards d'euros de commandes militaires. Et fait de la mariée la 5e fortune du pays. Du fondateur de la saga Marcel à son fils Serge. Ils se sont toujours nichés au cœur du pouvoir, amis de tous les gouvernements, de tous les présidents. Incarnation de l'excellence française pour certains, profiteurs pour les autres. Les Dassault pèsent 13 milliards d'euros. Votre financement est public, c'est-à-dire que ce sont les contribuables qui paient, alors que les profits sont privés. Alors, est-ce que vous trouvez cette situation normale ? Là, je trouve cette situation tout à fait normale parce qu'elle n'existe pas. Les Dassault, marchands d'armes cyniques, chantres du capitalisme, patrons tout-puissants, autant d'images qui collent à la peau de ceux que beaucoup adorent détester, mais qui savent résister. Trouvez-moi une société qui n'a jamais été en perte pendant un demi-siècle et qui a toujours fait des bénéfices et qui est au top niveau de sa rentabilité. Vous en connaissez beaucoup, et qui fait des produits qui sont respectés par tout le monde et admirés. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Depuis 3 générations, les Dassault réussissent, tout en discrétion. Peut-être aussi grâce à de très efficaces réseaux d'influence. Le système Dassault, c'est investir les lieux de pouvoir, comme la politique, dans l'Assemblée et le Sénat, ou comme la presse et les médias, pour pouvoir influencer sur les décisions de l'État. Pour convaincre, remercier ou acheter, les largesses des Dassault seraient à la hauteur de leur fortune. Simple générosité ou
clientélisme. On savait que quand on était convié par Marcel Dassault dans ce genre de réunion quelques mois avant les élections, c'était parce qu'il y avait à la suite un chèque qui arrivait. Ah bah oui, bien sûr, la personne n'était dupe. Marcel Dassault, qui avait beaucoup d'argent et qui ne savait qu'en faire, il aimait distribuer. Et son fils s'est inspiré du modèle, sûrement. Serge Dassault, celui par qui le scandale arrive, rattrapé par le péché originel de la famille. Aujourd'hui, mis en examen pour achat de vote dans sa ville de Corbeil-Essonnes. Manuel Valls a dit qu'il y a un système mafieux à Corbeil-Essonnes. Le même Premier ministre est celui d'un président de la République actuel, François Hollande, qui, il y a quelques semaines, embrasse Serge Dassault pour le féliciter de la production de ses Rafales. Dans quel monde on vit, quoi ? Vous voyez ? Si c'est mafieux, on s'embrasse pas. Président. Ce sera dans le Figaro de ce soir. Les Dassault sont-ils toujours les intouchables de la République ? Sont-ils fragilisés par les affaires ? La plus française des dynasties a-t-elle encore de beaux jours devant elle ? Nous les avons tous rencontrés, les héritiers, Olivier l'aîné, Laurent le cadet, Charles Edelsten, l'homme de l'ombre, des ministres, Paul Quilles à la Défense et Roland Dumas aux Affaires étrangères, les amis fidèles ou les anciens collaborateurs de la famille, les opposants d'hier et ceux d'aujourd'hui. Partir sur les traces des Dassault, c'est d'abord se replonger dans une période sombre de l'histoire. Il y a 70 ans, les troupes américaines libéraient le plus grand camp de concentration du Reich allemand, Buchenwald. Parmi les survivants de l'époque, 13 000 Français, dont un constructeur d'avions, un certain Marcel Bloch. Chers amis du monde entier, je suis particulièrement ému d'être ici aujourd'hui avec ma femme Martine et mon fils Adrien pour évoquer la mémoire de mon grand-père, Marcel Bloch Dassault. Ému et bouleversé, parce que si mon grand-père n'était pas ressorti vivant de ce camp de Buchenwald, le destin de notre famille aurait été bien différent de ce qu'il a été, et je ne serais pas ici pour vous parler de lui. Laurent Dassault, 62 ans, fils de Serge Dassault et petit-fils de Marcel Bloch. Il est le tout premier représentant de la dynastie à faire le pèlerinage. Donc l'arbre de votre grand-père et arrière-grand-père est ici, si vous voulez venir. Très bien. Les Dassault n'étaient alors pas ces industriels riches et puissants, mais des juifs persécutés par Vichy, puis les nazis. Je serais content, Coco. Oui. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs. J'ai dit quel est le jour le plus heureux de ta vie? Le mariage avec Mamoun. Le pire de ta vie, mon arrivée à Buchenwald. C'est dingue. Je crois que si on veut se respecter soi-même, il faut respecter ses racines, il faut respecter ceux grâce à qui on est ici, et ceux englobent tous ses ancêtres. Et je crois qu'il ne faut jamais oublier qu'on s'est appelé Bloch. Jamais. Une histoire lourde à porter pour Laurent Dassault. Parmi les 250 000 prisonniers qui ont transité par Buchenwald, 60 000 sont morts ici. Marcel Bloch y a séjourné pendant 8 mois. C'est bien qu'on puisse voir ça. Ça aurait pu être détruit. Buchenwald est à l'époque un camp de travail qui n'accueille pas que des juifs. Des résistants, des hommes politiques comme Léon Blum ou des industriels refusant la collaboration comme Michelin y sont internés. Voilà, Bloch Marcel, marié à Madeleine, ma grand-mère. Il a là le statut de français et de juif, mais il a le croissant, le triangle rouge de prisonnier politique. Marcel Bloch, prisonnier politique, numéro 39 611, avion constructeur. Ça ne peut pas s'inventer quand même.
Marcel Bloch naît en 1892 dans une famille bourgeoise. Papa est médecin, lui sera ingénieur. Diplômé de super-héros en 1913, il dessine une hélice en bois qui équipe l'avion de Georges Guillemer, héros de la Grande Guerre. La voie est ouverte, l'ascension sera fulgurante. En 20 ans, Marcel Bloch amasse une fortune colossale. Dans les années 30, sa richesse et son nom lui valent d'être la cible de la presse antisémite. On lui reproche déjà sa proximité avec le pouvoir. Le milliardaire sera emprisonné par Vichy en 1940 et arrivera à Buchenwald le 25 août 1944 par le dernier convoi de Drancy. Il y avait combien d'internés dans tout ça? Oh, les nombres les plus hauts que nous avons 40 000, de détenus, 48 000, et c'est début avril 45. À son arrivée, Marcel Bloch est un prisonnier de valeur, dont les Allemands espèrent tirer profit. À la tête de la résistance communiste du camp, un homme, Marcel Paul, comprend vite l'enjeu stratégique qu'il représente. Il le cache dans une infirmerie pendant 8 mois, lui sauvant la vie. C'est Marcel Paul en fait, qui l'a aidé pour qu'il n'aille pas travailler en ingénierie en fait, pour les Allemands. C'était pas du travail forcé à la chaîne qu'il allait faire, c'était livrer les plans de ses hélices et de ses moteurs. Et lui ne voulait pas travailler pour les Allemands, donc ils ont tout fait, tous ensemble, pour qu'il ne travaille pas pour les nazis, ce qu'ont fait d'autres collabos. On peut dire merci à tous ses amis communistes. Marcel Bloch, le rescapé, ne sera plus jamais le même. « 23 avril 1945, l'avion qui le ramène en France atterrit au Bourget. L'industriel patriote veut désormais oublier le juif survivant des camps. De ces années noires, il veut faire table rase. Quand il revient, il se fait d'abord appeler Marcel Bloch Dassault pendant 5 ans. Parce qu'il faut passer d'un état à l'autre. Et après 5 ans, Marcel Bloch Dassault devient Marcel Dassault. Dans le même temps, il entreprend un processus de conversion. Il est devenu catholique par une sorte de naïveté incroyable. Il disait comme ça, si un jour ça recommence, l'horreur de l'occupation, au moins je serai à l'abri. Un char en guise de patronyme pour prendre sa revanche sur l'histoire et un talisman pour le protéger. Un porte-bonheur que Marcel est parvenu à ramener des camps. Il faut le manier avec précaution. Je n'aimerais pas qu'il arrive des ennuis à mon talisman. Le trèfle à 4 feuilles deviendra même l'emblème du groupe. Alors le voici. Marcel est désormais persuadé d'avoir la baraka. La suite va lui donner raison. Jean-Marie Saget a connu les heures les plus glorieuses de l'histoire et un Marcel à qui tout réussissait. Ok, prêt à s'installer? On y va? Jeune homme à l'époque, il est aujourd'hui l'un des derniers représentants d'une épopée mythique. Est-ce que vous avez quel âge là, monsieur Saget? Comment? Vous avez quel âge? 86 ans. Continuez de voler alors. Ah, oui. Que voulez-vous que je fasse? Personne devant? Jean-Marie a l'étoffe des héros. Pendant 34 ans, il a été pilote d'essai pour Marcel Dassault et a volé sur tous les avions à réaction de la maison. De ces années de pionnier, l'octogénaire a conservé la maîtrise et pratique désormais la voltige. L'ouragan, c'est l'époque où on explorait le supersonique. C'était encore tout nouveau. Ah, c'était passionnant. Ouais. Et là, voilà M. Marcel Dassault, qui venait voir ses avions tous les samedis après-midi à Villaroche.
le grand patron à qui tout le monde obéissait sans discussion. Quand une décision était prise, toute la maison était au garde à vous et exécutait ses ordres. Nous étions très en retard par rapport aux Anglais et aux Américains, et il est sûr que là, nous avons rattrapé très rapidement, nous sommes mis au niveau international, grâce à M. Dassault. D'avoir participé à ça, c'est quand même fabuleux. Sur ces images, on le retrouve sourire aux lèvres. Il incarne la France conquérante. C'est les 30 Glorieuses, l'époque de Tanguy et la verdure. La France décolle, Marcel plane. Il est l'unique fournisseur de l'armée de l'air. Ouragan, mystère, mirage, il choisit avec soin le nom de chaque nouveau-né, pour mieux faire rêver. Au nom de l'indépendance nationale, l'État signe des chèques et achète plus de 2000 avions ces années-là. La France est riche, Marcel aussi. Le milliardaire devient incontournable, intouchable. Dans cette France qui gagne, il ne se refuse rien et s'offre son journal. Jour de France, le quotidien de l'actualité heureuse. 1 million d'exemplaires, le magazine papier glacé des salons de coiffure met à l'honneur les stars de l'époque, Mireille Mathieu, Brigitte Bardot ou Chantal Goya. Pour le milliardaire, l'idole des enfants incarne une certaine France. Fan de ses spectacles, il demande aussi à son mari Jean-Jacques Debout de lui écrire des chansons. Les vacances, le temps des vacances. Da, 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 da. Oh là, bravo! Moi, je sais qu'il avait 2 fans. Il avait Mireille Mathieu, il avait moi et le Luron, et Thierry. Alors, on était toujours tous les 3, on riait parce qu'on disait qui va être la couverture de Jour de France. Voilà, Chantal Goya, l'idole des enfants. Ben voilà, je suis là avec tous les enfants et c'était en noir et blanc en plus ça, à l'époque. Hein. Cette photo, elle est drôle. C'est un Noël à l'Élysée avec Giscard qui m'avait demandé de venir chanter avec Mickey et Minnie. Donc on voit en bas Giscard qui doit être quelque part là de dos avec sa femme. Avec Bécassine. Là, alors, il était ravi, il adorait Bécassine. Ça le faisait beaucoup rire. Si on regarde bien Jour de France, il y avait toujours des reportages sur l'école de Polytechnique, sur les jeunes filles de la Légion d'honneur. Il aimait tout ça. Il aimait, vous savez, cette France de nos grands-parents, avec des communiantes qui faisaient leur première communion. Il aimait tout ce côté français, folklorique. C'était pas naïf de sa part. C'était l'image qui se faisait de la France. Le temps des vacances, le temps des vacances. Une image qu'on retrouve dans les films qu'il produit à partir de 1974. Il rencontre d'importants succès populaires avec La Boum ou L'As des As. Mais Marcel Dassault n'est pas Howard Hughes. Beaucoup de ses films sont des bides. Comme Le Temps des vacances, dont il a pourtant écrit lui-même le scénario, et où Chantal fait une apparition. Superbe! Ça n'a pas fait un énorme carton comme film. Ça marche gentiment. C'était un film pour distraire les gens et pour qu'ils soient de bonne humeur. Il m'avait expliqué, il me disait « Le monde est trop dur, mon cher Jean-Jacques », il me l'avait dit. Le monde est dur, les gens n'ont pas le moral, tout est des fois un peu gris, tout est un peu... Il faut donner du bonheur aux gens. Marcel Dassault, un gentil papy candide qui distribue du bonheur. Ceux qui ont collaboré à Jour de France racontent un autre aspect de la personnalité de l'industriel. Ils évoquent un stratège utilisant son journal pour asseoir son influence. Jeune journaliste, Philippe Alexandre a été l'éditorialiste de l'hebdomadaire de 1959 à 1962. Catherine Ney a écrit les pages politiques du journal au début des années 80. Tous deux se souviennent encore de leur entretien d'embauche. Je sais que vous aimez bien piquer. Vous aimez bien... C'est pas le genre de la maison, vous voyez. Donc, je vous donne une consigne. Giscard est au pouvoir. Vous allez être gentil avec la droite et puis pas désagréable avec les autres. Et ça, c'était M. Dassault. Et c'est là j'ai compris que quand on s'appelle Dassault, qu'on travaille avec l'État, on ne peut pas se permettre de ne pas être bien avec le pouvoir, quoi. Voilà. Et donc Marcel, on dit qu'il distribuait des petites enveloppes.
À mon avis, il ne distribuait pas des petites enveloppes, il distribuait de grosses enveloppes. Moi, je l'ai vu un jour partir pour Matignon avec une grosse enveloppe. J'ai demandé, parce qu'il avait beaucoup d'humour, je lui ai demandé pourquoi il faisait ça lui-même. Et il me dit, ça, c'est le genre de choses qu'il faut faire soi-même. Des politiques redevables et reconnaissants, de gauche comme de droite. C'est la méthode Dassault. À l'époque, la pratique est légale, mais Marcel use de la planche à billets comme personne, tout en plaçant ses pions au cœur de l'appareil d'État. Alors un jour, il me dit, écoutez, voilà, j'ai un jeune ami que je vais vous présenter, dont je voudrais beaucoup faire un secrétaire d'État à l'aviation civile. C'est Jacques Chirac. À 34 ans, il est le plus jeune membre du cabinet Pompidou. Bonjour Marcel, comment ça va? Comment allez-vous? L'ambitieux veut être député de Corrèze. Qu'à cela ne tienne, Marcel sort le chéquier et demande à Philippe Alexandre de créer l'Essor du Limousin, un journal dédié à l'élection du jeune loup. C'était son protégé, c'était un ami, c'était quelqu'un qu'il aimait bien et dont il avait vraiment envie de favoriser la carrière. Et forcément, une fois au pouvoir, Jacques Chirac, j'imagine, a fait des renvois d'ascenseur. J'imagine, je suis sûr, oui, bien sûr, qu'il a fait des renvois d'ascenseur. C'était bien normal. M. Dassault a été l'un des hommes qui ont fait progresser le plus notre industrie aéronautique. Il donne du travail à des milliers de travailleurs. Jacques Chirac ne manquera jamais à ses devoirs d'ami dévoué. Il aidera Marcel et jouera les VRP pour ses avions, notamment auprès de son ami Saddam Hussein. L'Irak deviendra ainsi le plus gros client de Mirage à la fin des années 70. Mai 1981, changement de régime. La gauche arrive au pouvoir. François Mitterrand a promis de nationaliser une dizaine d'entreprises stratégiques. Parmi elles, la société Dassault. Les socialistes vont-ils sonner le glas de l'Empire? C'est sans compter sur les amis bien placés de Marcel. Au premier rang desquels, son bras droit, Pierre Guillain de Bénouville. Ça, c'était quand j'ai prêté serment pour présider le Conseil constitutionnel. Le président Mitterrand m'a fait prêter serment, puis après on a bavardé un petit moment. Et j'ai été son ministre pendant 10 ans. Ça compte, surtout qu'il s'est passé des choses à ce moment-là. Allez, on y va? Roland Dumas, alors ministre de Mitterrand, a été le témoin d'échanges discrets entre le président et l'éminence grise de Marcel Dassault, ou quand l'amitié a raison des promesses de candidats. Quand Mitterrand a fait ses études supérieures, il avait comme voisin de chambre Guillain de Bénouville. Donc c'était des copains, des coturnes, comme on disait à l'époque. Et donc ils se voyaient, ils se tutoyaient du reste. Mitterrand tutoyait très peu de gens. Il tutoyait Bénouville, très souvent. Est-ce que vous diriez que Bénouville a joué de cette amitié pour aider Dassault? C'était plus subtil que ça. Alors, pour aider Dassault, c'est sûr. Quand s'est posé la question des nationalisations, de Bénouville servait d'intermédiaire, c'est lui qui venait et qui défendait les arguments. Et si vous voulez, il avait donc l'oreille de Mitterrand. Et donc c'était une facilité inespérée. Et du coup, la nationalisation n'a pas eu lieu? Non. La défense nationale, ça dépendait du président de la République. Ça tombait bien. Le président de la République était le meilleur ami de son copain. Ça tombait son bien. Fidèle. Oui, on ne peut pas faire mieux. Marcel Dassault devra céder 26% de son capital à l'État. Mais de cet épisode, il conclura qu'il n'a pas à avoir plus peur de la gauche que de la droite. Il a les faveurs de tous. Tonton Marcel aura toujours su marier business et politique. Il occupera 28 ans les bancs de l'Assemblée nationale. 3 fois doyen de l'hémicycle, il reste célèbre pour ses discours déconcertants, grand moment de récréation de la vie politique française. Le chômage étant toujours à l'ordre du jour, je vais vous parler du chômage. Il est à ce jour le seul milliardaire de la Ve République à ajouter à sa fortune un mandat d'élu.
Dans l'Oise, on a voté Marcel Dassault pendant 30 ans. Plus qu'une circonscription, c'est un fief qu'il aura réussi à léguer à son petit-fils Olivier. Dans les pas de son aïeul depuis 1988, Olivier a même conservé la permanence électorale. Alors là, la permanence de mon grand-père, c'était uniquement la petite maison du bout. Et moi, j'ai réussi à récupérer toute cette partie-là, ce qui fait que maintenant, c'est quand même plus grand pour pouvoir travailler. Alors là, c'est la salle d'attente. Il y a un portrait, un tableau du général de Gaulle. Et je vois, pardonnez-moi, vous pouvez nous montrer? Oui, alors ça, c'est une photo où je suis tout gamin et qui a fait la couverture du 100e numéro de l'Oise libérée dimanche. Tel grand-père, tel petit-fils. Il est un fil magique qui relie l'Oise à la famille Dassault, hier avec Marcel, aujourd'hui avec Olivier. Toujours présent, toujours aux côtés de ceux qui ont besoin d'eux. Les Dassault sont les bienfaiteurs de l'Oise depuis longtemps. Et on espère pour longtemps. C'est drôlement élogieux quand même. Oui, le journaliste est un ami. Et le journal lui appartient. Donc le père, le grand-père, le père, le fils. Olivier, l'aîné de Serge, était le préféré de Marcel. À désormais 64 ans, il voue un culte au patriarche et entretient la légende dans ce bureau aux airs de mausolée. Vous revendiquez complètement votre filiation. Bien sûr. D'ailleurs, ma première campagne, on n'a pas l'affiche là ici, mais c'était une affiche qui était marquée fidélité. Fidélité ? Voilà. Fidélité. Fidélité à un homme, à un cœur, à un esprit. Fidélité à des méthodes aussi. Dans l'Oise, le week-end, on laboure. En baron local, Olivier Dassault visite ses terres picardes et son électorat rural, largement acquis à la famille. Le programme du samedi, c'est généralement maison de retraite, salle des fêtes et associations sportives. Qu'est-ce que t'attends? C'est toi qui... Bonjour. Ça va bien? Oui. Olivier, il ne veut pas se contenter de vous aider en parole, il vous aide concrètement, et c'est le seul député de France à offrir à chacun des clubs de sa circonscription un jeu de maillot avec les shorts. Alors, l'US Foissy. Avec René Roussel. René. C'est Dassault, je vous remercie. Dis donc, t'as pris des couleurs? Alors. C'est un joli cadeau, hein? Vous êtes habitué à avoir des petits cadeaux comme ça? Oui. L'année dernière, il y avait 51 clubs. 51 jeux de maillot quand même. Voilà. Il y a 57 ans que je suis dans le même club. J'ai toujours connu ça. Toujours. C'est normal alors de faire des cadeaux. Ah ben, après, on ne peut pas dire mot normal, mais c'est rentré dans les mœurs. Depuis 50 ans, c'est comme ça que les Dassault font de la politique dans l'Oise. Il avait fait don dans toutes les communes d'une télévision, les premières télévisions de l'époque. C'est exact. Vous vous souvenez, c'est exact. Et on allait voir la télévision de M. Dassault. Au tennis, il a répondu présent. Au vestiaire du terrain de football, il a répondu présent. Quand on a fait les bordures avec caniveau, il a répondu présent. Mais je crois qu'avant toute chose, il pensait aux autres avant de penser à lui. Marcel Dassault, saint patron de l'Oise. Mais en ces terres conquises, il y a un élu local que l'argent du milliardaire n'a pas séduit. Philippe Taupin a été maire de Milly-sur-Thérain de 1977 à 2014. À ce titre, il a été le témoin privilégié du système D. D pour Dassault. Ce qui est absolument étonnant et presque sidérant, c'est que ces choses-là passaient comme tout à fait naturelles. C'était, voilà, très peu de gens s'interrogeaient sur la morale publique que ça révélait, très peu. Oh, je trouve que là, ça vaut le coup quand même. Oh, quand je vois ça, quand même, je me dis, ils sont contents les mecs. Oh la vache. On voit tous les seaux à champagne. Nous sommes en 1981, un peu avant les législatives. Marcel convie comme à son habitude les élus locaux à un grand banquet.
3 ans auparavant, Philippe s'était rendu à une de ces invitations et en était reparti comme les autres, avec un gros chèque. Là, franchement, j'ai dit non, là, j'y vais pas, quoi. Vraiment, non, je veux pas. Il y avait une raison morale, quoi. Et lui, un élu doit pas faire ça. S'abaisser à des choses pareilles, je trouvais ça vraiment minable, quoi. Pour tout dire. Encore ému, là. Ouais, je suis ému parce que on peut pas faire ça, c'est pas possible. De sa part, je trouve qu'il méritait mieux, quoi. Bon. Philippe Taupin écrira une lettre à Marcel Dassault. Il lui fait part de sa déception, de sa réprobation. Publiée dans un journal local, elle sera reprise par Le Monde, ce qui lui vaudra une certaine notoriété. Moi, je pense qu'arrivé à un certain stade, il y a des personnes qui franchissent des lignes, parce que là, il y en a une. Il y a une ligne qui est franchie. Il y a une ligne républicaine, morale, publique qui est franchie. Ils la franchissent et puis c'est comme ça. Il n'avait pas l'impression de faire quelque chose de mal. Non, lui, il a eu l'impression de faire quelque chose de très bien. Il était... Ah oui. Pour lui, il rendait service. 30 ans plus tard, les choses n'ont pas beaucoup changé dans la première circonscription de l'Oise. Olivier, on va prendre quelques calendriers. Chez les Dassault, on se rêve toujours en Père Noël. C'est la caverne d'Ali Baba. Ça, c'est les pluches pour les plus petits, ça, c'est les poupées pour les jeunes filles. Alors ça, c'est pour les doyennes. Les doyennes à qui j'offre un collier en fonction de leur tenue. Alors ce sont des colliers fantaisie, mais c'est des jolis colliers. Hein. N'y voyez pas à mal, Olivier aime faire des cadeaux. Des babioles, mais c'est l'intention qui compte. Et là, il y avait un adversaire qui dit « Mais enfin, comment c'est complètement idiot d'offrir quelque chose à des enfants, ils ne votent pas. » Et puis, quelques années plus tard, à une manifestation, je vois une jeune fille qui me dit « Ah, vous savez, alors elle avait 20 ans, j'ai toujours la poupée que m'avait offerte quand j'avais 7 ans. » Et là, elle avait 20 ans, elle pouvait Là, elle voter. avait 20 ans, oui. Bon, enfin, c'est pas fait dans ce but-là. Peut-être, mais le député est en campagne pour les élections départementales, 15 jours plus tard. En 2013, le parlementaire est un des députés qui ont le plus utilisé leurs réserves. 190 000 € distribués uniquement dans les villages de sa circonscription. Merci. On peut les applaudir, franchement, quand même. Merci pour tout ce que vous faites. Bon, les mecs, vous me donnerez... Vous avez vu le calendrier ? Réfection d'église, aménagement de cimetière ou achat de tracteurs. Bah bien sûr, oui. Vous l'avez pas eu ? Merci. Olivier gâte ses élus et ça se sait. Tu l'as eu, toi, le calendrier, non ? Non, j'ai rien du tout, moi. T'as rien eu du tout ? Oh, bon, alors. Mais moi, je suis pas comme le maire, je réclame pas tout le temps. Et pourtant réclamer, c'est bien devenu une habitude quand on croise Olivier Dassault. Non, pas le calendrier. Le collier. Pas le collier, celui-là. Celui-là ? Je viens pour la bille. Générosité, disponibilité, le petit-fils Dassault s'est fait un prénom dans la circonscription. C'est son 5e mandat. Il va bien avec mon chat. Impeccable. L'héritier du groupe Dassault a déclaré 4 millions d'euros de revenus l'an passé, sans compter son salaire de député. C'est l'homme le plus riche de l'hémicycle. Ça montre aux Français qu'il faudrait plus de Dassault en France. Il faudrait plus de gens qui, de par leur réussite ou de par ce qu'ils ont pu recevoir de leur famille, puissent redistribuer intelligemment. Mais vous comprenez que ça puisse faire objet de critiques ? Non. Non. Des jalousies, mais pas des critiques. Dassault est fier de l'être. Même pour l'inauguration d'un train à vapeur, Olivier aime à rappeler qu'il est le représentant d'un groupe. C'est tout bon. T'as vu comment Et voilà. Troquant volontiers ses habits d'élu de la République pour ceux de commercial d'une entreprise dont il est actionnaire.
À l'heure où la France peut être fière de son succès récent avec le Rafale, le plus bel avion de combat du monde, on est heureux également de défendre notre patrimoine ferroviaire, comme tu l'as très justement dit, mon cher Dédé. Vous êtes fort quand même, parce que vous arrivez à parler du Rafale alors qu'on inaugure un chemin de fer. Mais il faut savoir faire un peu de publicité, de promotion partout. Et délivrer les bons messages. Je vois que vous ne parlez pas le Nord. Jamais. Monsieur le maire, ça va bien? Très bien. Dassault travaille toujours pour Dassault. Mais il n'est pas le seul. À Abu Dhabi se tient tous les 2 ans le plus grand salon de la défense et de l'armement du Moyen-Orient. Un rendez-vous immanquable pour notre ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Le grand raout réunit tout ce que le monde compte de gradés, de militaires et de décideurs. 6 jours plus tôt, Dassault a vendu 24 avions à l'Égypte. C'est devenu le sujet de conversation numéro 1 pour le ministre. Le Rafale est un excellent avion. Il est polyvalent. Il rend des services considérables aux forces françaises lorsqu'il est en opération. La guerre, le meilleur argument marketing pour le VRP de luxe de l'avionneur français. Merci. Mais le ministre n'a pas très envie ce jour-là de nous parler de son rôle de vendeur. Monsieur le ministre, de toute façon, pour France 2... j'ai pas le temps maintenant. Je suis obligé d'avoir un rendez-vous. J'ai un rendez-vous. C'est quoi votre méthode pour vendre des Rafales? Monsieur. Après 27 ans de malédiction, le Rafale se vend enfin. Un exploit qui doit beaucoup au ministre et à ses efforts. Sur le stand d'Assaut, il a même droit à une petite récompense. C'est des nouvelles casquettes parce qu'avant c'était Rafale national. Oui, mais on change à chaque fois. Ah, c'est pas mal là. Hein. Ah non, c'est super. C'est plus important. Je suis fier de porter les intérêts de l'industrie française. Le deuxième symbole, c'est évidemment la photo de référence. Vous savez, celle-là, on l'a faite il y a 20 ans. Ouais. Recueillement avec Éric Trappier, le président de Dassault Aviation, devant la photo d'un Rafale survolant les pyramides, un signe du destin. C'est devenu l'image d'Assaut dans le monde maintenant? C'est une image de référence, oui. Il y en a d'autres. Mais celle-là est belle. Ce jour-là, le duo de choc espère rééditer l'exploit avec le prince héritier et homme fort d'Abu Dhabi, le cheikh Mohamed. Finalement, Jean-Yves Le Drian arrachera la vente de 24 avions au Qatar voisin pour 6 milliards d'euros. Mais n'allez surtout pas dire au ministre qu'il roule pour Dassault. 180 000 kilomètres parcourus, un tiers de votre temps pour vendre l'armement français. Pas pour vendre, pour mettre en place les conditions politiques permettant aux industriels de faire leur boulot. Quitte à ce que ça participe à un enrichissement personnel ou l'enrichissement de la famille. Vous voyez, c'est en ça que... Oui, mais bon, la famille Dassault, c'est historiquement une famille de patriotes. L'industrie Dassault, c'est historiquement une industrie fondatrice de l'activité industrielle militaire française. Ça fait partie aussi du patrimoine, mais ça fait aussi partie de notre capacité de défense. Jean-Yves Le Drian est celui qui a sauvé le soldat Rafale. Mais pendant 30 ans, l'avion de combat a été la patate chaude qu'on se passait de ministre en ministre. 14 décembre 1985, dernière apparition publique de Marcel Dassault, venu présenter son dernier-né, le Rafale. L'avion de tous les superlatifs. Mais certains doutent de sa nécessité et craignent des dépenses inconsidérées. Un rapport publié dans l'Express souligne son coût prohibitif. Le rapport est enterré. 30 ans plus tard, le programme aura coûté 44 milliards d'euros à l'État. Le Rafale, le dernier coup de maître du patriarche. Paul Quilles est l'un des rares à s'être opposé au Rafale. Ministre de la Défense en 1985, il affronte Marcel Dassault, qui veut lui imposer les 4 premiers prototypes de l'avion.
il pensait que les politiques, les décideurs politiques ne pouvaient pas ne pas obéir et ne pas suivre ses conseils insistants. Mais le Rafale, disait M. Dassault, il peut tout faire. Et il y a des gens qui se sont laissés convaincre que c'était indispensable. Vous n'en êtes-vous pas personnellement convaincu? Ah, aujourd'hui, non, pas du tout même. Donc vous dites que ce que Dassault a présenté comme étant toujours les intérêts de la France, c'était pas toujours les intérêts de la France. C'est évident, c'est évident. C'est évident. Et d'ailleurs, il n'était pas chargé, je ne sais pas par qui, de défendre les intérêts de la France. C'est-à-dire, en tant que citoyen, en tant que chef d'entreprise, qu'il ait le sens de l'intérêt de la France, c'est très bien. Mais ce n'est pas lui, dans notre démocratie, qui est chargé de défendre les intérêts de la France. Comment ne pas penser qu'on incarne la France quand elle vous rend tous les honneurs? La mort de Marcel Dassault, est-il besoin de le dire, fait mal à notre pays, dont il fut l'un des plus grands et des plus prestigieux enfants. Le 22 avril 1986, les obsèques de Marcel Dassault se tiennent aux Invalides. Celui qui fut décidément bien plus qu'un industriel a droit à une cérémonie digne d'un chef d'État. À 94 ans, il laisse un pays et un empire industriel orphelin. Le lendemain, Serge Dassault, son fils, revendique son droit à la succession sur le plateau de TF1. J'étais quand même quelquefois un peu navré de voir toutes les suppositions qui intervenaient dans la presse ou ailleurs pour savoir qui succéderait à Marcel Dassault. En fait, nous sommes une famille, nous le restons et il n'y a pas de problème. Donc vous devenez le grand patron de l'Empire Dassault. Je reviens le patron de l'Empire Dassault. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un putsch. Depuis des années, Marcel Dassault avait écarté son fils des affaires. À 61 ans, Serge prend sa revanche sur l'histoire et sur un père qu'il a bien mal aimé. Derrière la réussite industrielle se cache une famille bien plus divisée qu'il n'y paraît. C'est une atmosphère à la Mauriac. Les enfants et les parents ont des rapports compliqués. On sait très bien que Marcel Dassault n'aimait pas Serge, il le méprisait. Il a tout fait pour l'écarter le plus longtemps possible de la succession. Il en disait du mal à ceux qu'il rencontrait. Il le considérait un petit peu comme un idiot, quoi. Je sais pas si on peut dire les choses comme ça, mais en tout cas, il avait peu de considération pour ses capacités intellectuelles, ses capacités de manager. C'est peut-être sur sa vision aussi de l'avenir. Le fils, pourtant, aura tout fait pour plaire au grand Marcel et se montrer digne de l'héritage. Sorti de Polytechnique, il rejoint à 26 ans l'entreprise familiale et dirige les essais en vol. À la tête du service export, il signe un exploit. La première vente de Mister 20, l'ancêtre du Falcon, à la compagnie américaine aérienne, la Pan Am. Mais rien n'y fait jamais. Serge ne parvient pas à conquérir l'estime de son père, qui le condamne en 1963 au purgatoire. 25 ans à la tête de la filiale électronique, bien loin des avions. Mais à 52 ans, pour en finir avec les seconds rôles, le fils de l'ombre se révolte. Il se lance en politique, il choisit une ville, Corbeil-Essonnes. Je connaissais Corbeil parce que j'y passais souvent pour la Villaroche quand j'étais plus jeune, où j'étais aux essais en vol. Donc je savais un petit peu de quoi il s'agissait. Puis un jour, un ami m'a dit « Venez donc à Corbeil, on n'a personne pour se présenter contre le maire communiste. » La ville était communiste depuis 36 ans. Alors toujours m'a dit « Vous n'arriverez jamais, c'est impossible, comprenez-vous, vous êtes riche, etc. Qu'est-ce que vous allez faire dans une ville comme ça ?» Et ben j'ai dit « Vous voyez, c'est un défi, une décision que j'ai prise, il faut que j'y arrive. » Pour moi, Serge Dassault, c'est d'abord un héritier qui a dû et voulu toute sa vie essayer de prouver qu'il n'était pas qu'un fils à papa. Et puis il faut bien voir que dans sa conquête de la mairie de Corbeil-Essonnes, l'une de ses idées dominantes, c'était d'abattre une citadelle communiste. Il voulait un peu un scalp, si vous voulez. C'était aussi une façon, je pense, de se faire reconnaître
personnalité politique. Loin de son 16e arrondissement natal, le milliardaire découvre le quotidien d'une France qui rame, entre SMIC et course à l'hypermarché le samedi. Ah ben on n'a pas pris de petits véhicules là. On prend des trucs comme ça là? Oh non, mais ça s'abîme. On va prendre... Celui qui pousse un caddie pour la première fois de sa vie débarque dans une cité ouvrière frappée par les fermetures d'usines et le chômage. Sa fortune devient son meilleur argument électoral. Il promet d'aider la ville. Dans les quartiers en difficulté, comme au Tarteret, certains ont vite compris l'intérêt d'une telle candidature. Alors, hein? Justement, si je vois M. Dassault, c'est pour lui demander de nous aider à remplir mes poches. Mais de l'association. Hein, pas mes poches à moi. Parce que je vis avec 3400 francs par mois, j'ai 2 gosses et je suis tout seul. Serge et son pactole. Les ingrédients du scandale à venir sont déjà là. Bruno Piriou, opposant communiste, candidat malheureux au municipal, dénonce depuis 20 ans les méthodes de celui qu'il surnomme le parrain de Corbeil. Alors ça c'est la fondation. Fondation Serge Dassault, il y en a partout. Avant même d'être maire, il y avait partout dans la ville marqué Fondation Serge Dassault qui déjà prouvait ces soi-disant actes de bienfaiteur. Là, sur la droite, l'entrée de la résidence des Pinsons, là où beaucoup de tractations se sont faites. Il y a eu des dons d'argent importants qui étaient négociés, c'était dans cette résidence. D'ailleurs, pendant très longtemps, ils n'ont pas eu de permanence électorale comme ont beaucoup d'élus ou de candidats. Mais on venait au Pinson, donc faire ces petites demandes. 58% des voix! En 1995, Serge Dassault célèbre sa victoire au Pinson. Il aura mis 18 ans à conquérir la mairie. Réélu 2 fois, il s'appuie sur l'électorat des quartiers. Surtout les jeunes, qu'il gâte en leur offrant des cadeaux, des vacances ou en leur payant leur permis de conduire. Simple générosité d'un papy milliardaire ou achat de vote. Pour ceux qui assistent aux élections à Corbeil, le système s'est emballé. Il va bientôt déraper. Ça donne le jour même des élections des bandes d'individus devant les bureaux de vote qui quadrillent et qui, quand on vient voter, il y a une pression sur les électeurs, à tel point que je suis obligé de faire intervenir la police nationale pour dire mais dégagez l'entrée du bureau de vote pour que les gens puissent venir voter sans pression. Le mot qui circule, mais vous voyez, on n'a pas de preuves, mais on nous parle d'enveloppes. Donc j'ai vu des enveloppes avec dedans des liasses de billets de 100 € qui sortent de la banque entourés. J'ai vu des individus, le jour des élections, avoir sur le siège passager de la voiture une centaine de cartes d'électeurs, en disant voilà, et ça, je vais voir un tel avec 100 cartes d'électeurs, ça vaut combien? Donc voilà, ça crée un système où on menait le vote. Vous en connaissez, vous, des quartiers populaires en France où il y a des dizaines de taxis qui font la queue pour amener les électeurs pour aller voter? Le 8 juin 2009, le Conseil d'État donne raison à Bruno Piriou et annule les élections de 2008. Pris la main dans le cash, Serge Dassault est déclaré inéligible. Désormais, c'est son second, Jean-Pierre Bechter, qui occupe le fauteuil de la mairie. Le milliardaire toujours dans l'ombre. Mais le système s'est fissuré. Les langues se délient, les lascars racontent. Parole de voyou, dit-on du côté de l'avionneur. En avril 2014, le vieil homme est pourtant mis en examen pour achat de vote présumé. Serge Dassault aura tout fait pour s'émanciper de son histoire familiale. Elle l'a finalement rattrapé. Là où le père faisait sourire, c'était une autre époque qui était moins dans la transparence et moins dans la morale. Et donc on pardonnait. On savait ce qui se faisait, mais on pardonnait ça à Marcel Dassault en raison de son prestige, de son charme, de son humour, de beaucoup de choses. C'était pardonné.
Serge Dassault n'a pas tout ça. C'est pour ça que quand il se comporte comme son père, sur le plan politique, ça ne passe pas. D'autant que l'élève a surpassé le maître. Mamadou est un enfant des Tarterets, dont il vit désormais éloigné. Il ne veut pas donner son nom de famille, c'est la première fois qu'il parle à la télé. Il est le témoin au cœur du dossier d'instruction pour achat de vote. Le système Dassault, il est le seul à en parler de l'intérieur. La mairie nous a fourni le listing, en fait, de tous les gens qui étaient inscrits sur les listes électorales. Toutes les personnes qu'on connaissait, on essayait de les contacter par téléphone, trouver quelqu'un qui avait le numéro, ou bien un de tes frères. On les trouvait toujours dans le quartier, quoi. À nous trois, on a dû approcher facile une centaine de personnes. Et les arguments qu'on vous avait donnés pour faire voter Dassault, c'était quoi? Voter Dassault, il va faire passer le permis, il va vous payer une formation, vous allez trouver du travail. Il y en a, c'était pour avoir un logement plus grand, qu'ils attendaient depuis plus de 2 ans. Il y avait un peu de tout. Ça vous gênait pas de faire ça, Mamadou? Ben non, c'était marrant. C'est comme un défi. Et quand on a vu qu'elle a gagné, on a dit, en fait, on peut le faire. Mamadou dit avoir été chargé du bureau 20. Serge Dassault et son suppléant y feront jusqu'à 66% des votes. La récompense arrive peu après les élections. La première fois, il y avait 60 000 €. C'était beaucoup d'argent gagné facilement, aussi vite, on va dire. Mais les fois d'après, il y a eu 450 000 €. La fois d'après, il y a eu 1,2 million. Comment ça s'est organisé? Il m'a donné rendez-vous en personne au Pinson. Il m'a expliqué qu'il fallait y aller au Liban, ouvrir un compte là-bas. Donc il m'a donné le numéro de son avocat là-bas. Je suis allé à Beyrouth, tout seul. Bon, j'arrive à l'hôtel. La réception m'appelle. Je descends, il me remet 4 enveloppes. Dans chaque enveloppe, il y avait un chèque de 300 000 €. Comment vous expliquez une somme pareille? Il est bourré d'argent, il s'en fout. Moi, j'explique ça comme ça. Serge Dassault a-t-il pensé que tout pouvait s'acheter? Le milliardaire dit avoir été racketé par des voyous. Il a porté plainte contre Mamadou et certains de ses amis. Si l'achat de vote est reconnu, Serge Dassault encourt une peine de 2 ans de prison. Pourtant, rien ne semble faire vaciller l'Empire. Malgré les affaires continuent, d'après l'ami de 30 ans et numéro 2 du groupe, Charles Edelsten. C'est pas une grande affaire nationale, c'est un problème local. Je n'en ai entendu parler nulle part auprès de nos clients. Aujourd'hui, on ne peut pas nier que le nom Dassault est entaché par les histoires de Corbeil-Essonnes. Je dirais que ce soit un plus sur le nom. Ma réponse est définitivement non. Bien, par contre, l'image de sérieux de notre groupe est telle que, je dirais, nulle part, nous n'avons rencontré, je n'ai rencontré, qui que ce soit qui m'évoque ce sujet. Aujourd'hui, la mort de Serge Dassault a éteint toutes les poursuites judiciaires qui pesaient contre lui. En première instance, il a été condamné à 5 ans d'inéligibilité et 2 millions € d'amende. Tiré d'affaire, il n'aura jamais à payer l'amende et la condamnation n'aura pas été inscrite à son compte judiciaire. Serge Dassault est resté intouchable. Enfin presque. Il y a plus de 20 ans, l'empereur Dassault a été frappé une fois par le marteau de la justice. Pas de scandale politique, mais une sombre histoire de maltraitance animale. Maître Benarous se souvient encore de l'une de ses toutes premières affaires en tant que jeune avocat. Je venais quasiment de prêter serment, j'étais avocat pour la SPA et je travaillais à l'époque aussi avec l'avocat de la Fondation Bardot. Et l'affaire, elle démarre pratiquement sur une blague. On me dit, il y a des rumeurs qui courent, qui laissent à penser qu'il y a une audience au tribunal de police de Rambouillet. Serge Dassault se serait rendu coupable de mauvais traitements animaux. Au départ, j'y vais sans être certain qu'il y ait bien une audience, tant les faits nous paraissent complètement incongrus. Et puis en fait, on se présente à cette audience et c'était vrai. Nous sommes en 1997. Serge Dassault se retire tous les week-ends dans sa propriété de Coignères, dans les Yvelines. Une réplique exacte du Petit Trianon de Versailles, résidence secondaire de la reine Marie-Antoinette.
En bordure de la forêt de Rambouillet, la famille dispose d'un domaine boisé de 850 hectares, idéal pour la chasse. Une passion familiale qui se transmet de père en fils. Olivier ne déroge pas à la tradition, mais Serge va encore plus loin. Il se fait construire une tourelle au-dessus de son 4x4 et muni d'un fusil à lunettes, abat de sang-froid ses propres biches enfermées dans son domaine. L'animal n'a aucune chance, la loi morale de la chasse est bafouée. Compte tenu de son âge, de la position qu'il occupe et de l'histoire de cette famille et surtout l'atmosphère qui régnait autour de cette affaire qui était absolument hallucinante. Quoi l'atmosphère justement? C'est difficile, je pense que c'est quelqu'un qui a perdu le sens commun. Si on ne l'arrête pas, si on ne l'avait pas arrêté, je pense qu'il aurait fini par chasser au napalm dans sa forêt de Rambouillet. À un moment donné, on est dans le ridicule complet. Son discours à lui, c'est de dire « je suis chez moi, je fais ce que je veux. Je m'appelle Serge Dassault, je fais ce que je veux. Et j'obtiendrai gain de cause. » Serge Dassault écopera finalement d'une peine symbolique. 1 an de suspension de permis de chasse et 1 500 € d'amende. Un pourboire pour le milliardaire, une punition pour la forme. Plus aucune ombre ne viendra entacher le tableau de la famille Dassault. En mai dernier, après le décès de Serge, la question de la succession se pose. Comme son père avant lui, il se refusait à désigner un de ses enfants pour prendre la suite. C'est donc Charles Edelsten, l'ancien numéro 2, qui a pris la succession de l'Empire Dassault. Un coup de massue pour ses fils, Laurent et Olivier, qui affichent depuis longtemps leur ambition. J'avais rencontré Serge plusieurs fois, je l'avais interviewé, et à la fois, il me disait toujours qu'aucun de ses fils n'avait la dimension pour lui succéder. Toujours. Et les fils se coulent le cocotier en vain. Voilà. Et donc, c'est une famille où l'amour du père a toujours été absent. C'est quand même, ça doit être quelque chose de très douloureux à vivre. À 600 km du siège familial, les terres de Saint-Émilion abritent le refuge du fils cadet, Laurent Dassault. La famille y possède depuis 60 ans 28 hectares de vignes, un grand cru classé. C'est lui qui dirige la propriété. Ce paysage que vous voyez là, il existait il y a un siècle et il existera encore dans un siècle. C'est la continuité dans la beauté. Laurent, c'est un peu le sensible, le poète de la famille. L'escapade à des aires d'école buissonnière, un moment de liberté, mais toujours sous le regard paternel. Mon plus important dégustateur, mon premier dégustateur, c'est mon père. Si jamais mon père ouvre une bouteille de Château d'Assaut et que ça ne lui plaît pas, je peux vous dire que j'en entendrai parler pendant longtemps. Donc, prudence et méfiance. C'est Marcel qui avait acheté le château en 1955. L'idée était simple, offrir une virée pittoresque et du bon vin aux acheteurs d'avions venus à Mérignac, à 50 km de là. Là, c'est Marcel Dassault, jeune, et ma grand-mère, donc Madeleine Dassault. Et moi, j'arrive. C'est compliqué d'hériter, parfois? Surtout de Marcel Dassault? Non, non, non. C'est un grand bonheur d'hériter. C'est quelque chose qu'on vous donne, mais pour en faire quelque chose de mieux. Hein? Vous avez un devoir de mémoire. Vous avez un devoir de réussite. Et ça, c'est ça qui est formidable dans la vie. Mais ça met de la pression. Oui, mais il faut un peu de pression. Hein? Dans beaucoup de choses. Ah, c'est très bien. Oui, je suis pas bancal, là. Ça va. Château d'Assaut pèse 2 millions d'euros. Un chiffre d'affaires presque insignifiant dans un groupe qui en vaut 13 milliards.
Qu'est-ce qu'on goûte, Romain? Ancien banquier d'affaires, Laurent s'est tenu éloigné des médias, de la politique et des avions, les 3 piliers de l'Empire d'Assaut. Difficile dans ces conditions de faire valoir son droit à reprendre le trône. C'est pas difficile d'être celui qui ne s'occupe pas des avions. Mais non. Il fait autre chose. Au contraire. C'est quoi l'important? L'important, c'est que le groupe perdure. Bon, alors, mon père, il s'est occupé des avions pendant une dizaine d'années. Formidable, c'était son rêve. Ben, je suis très heureux qu'il ait accompli son rêve. Bon, peut-être qu'un jour, un autre Dassault. Je sais pas lequel. Qu'importe. Venez. Vous voulez me faire dire des choses, hein, Amandine? Officiellement, pas de lutte fratricide, ni d'ambition personnelle au sein du clan. Même si 2 pilotes aux commandes d'un avion, c'est toujours un de trop. Dans cette compétition larvée, Laurent Dassault a un atout, une botte secrète. Alors je l'ouvre, et voilà, dedans, il y a, à travers un petit papier, il y a ce trèfle, cette feuille-là, voilà, que je garde précieusement. Il est immortel. Chez les Dassauts, je crois qu'on est tous superstitieux. Et si ça nous porte chance, soyons-le encore plus. Chez les Dassault, il y en a un qui murmure à l'oreille des avions. Ancien de l'armée de l'air, pilote depuis 40 ans, recordman de vitesse sur Falcon. Fidèle à sa légendaire générosité, Olivier emmène voler quelques habitants de l'Oise. Bonjour, ça va bien? Plutôt fier de piloter le fils d'avionneur, lui qui avait le mal de l'air. Non. Mais pourquoi vous vouliez voler? Parce que d'abord, dans la famille, personne d'autre ne volait. Et que c'était difficile d'être meilleur ingénieur que mon grand-père et meilleur ingénieur que mon père. Par contre, à mesure où il n'y avait pas de concurrence sur le plan pilotage, je pouvais être un bon pilote. Et autre chose aussi, c'est que c'était le désir de surmonter une difficulté. C'était à la base un véritable handicap pour un pilote d'avoir le mal de l'air. Et surtout, quand le capitaine de l'école de l'air m'a dit, écoutez, vous n'y arriverez pas, laissez tomber. Alors j'ai dit, vous avez vu la barrette là, le capitaine? Oui, elle est officier d'assaut. Un Dassault ne renonce jamais. Alors j'ai bien vérifié que vos ceintures sont bien attachées. C'est parti. À bord de son Falcon, d'une valeur de 30 millions d'euros, Olivier vole 200 heures par an. Il aime en faire profiter ses amis les plus proches. Giscard d'Estaing, Balladur, Chirac, Alain Delon. Mais mon meilleure relation publique a été le président de la République, Jacques Chirac, qui disait à qui voulait bien l'entendre que j'avais un 6e sens, et parce que je voyais les turbulences. Quelle aventure! Ce jour-là, il rend visite au président d'une association pour enfants handicapés à Dijon. Mais il y a bien du Chirac chez Olivier Dassault, de l'ambition, de l'impatience. Serge est né à 61 ans lorsque Marcel s'est éteint. Olivier en a 64. Parfois, il se rêve ministre, mais sait qu'aucun gouvernement ne s'y risquera. Le nom, même quand il est grand, peut desservir, même si toujours il faut le porter haut. L'esprit d'assaut, c'est le sourire dans son cœur, c'est un regard sur le monde généreux, et
C'est la tension permanente à essayer de faire mieux demain qu'hier. Je vous le rends. Pas facile d'improviser comme ça. Si les héritiers d'Assaut veulent perpétuer le nom, ils devront faire mentir les statistiques. 20% seulement des dynasties familiales survivent à la 3e génération.